Enregistrement, c'est parti. Alors, Benillouz, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, on va parler un petit peu de ton parcours en tant qu'ostéopathe par rapport à tout ce que tu as pu faire. Donc, déjà, on va te demander de te présenter un petit peu. Qui es-tu, Benillouz? Je suis ostéopathe spécifique. J'ai fait mon école à IPO à Pantin. J'ai fait donc 5 ans. Après, donc j'ai fait pas mal de stages. J'ai commencé pendant mes études encore à faire des stages dans une salle de fitness. J'ai commencé pas mal à pratiquer durant les études. Et en fait, j'ai vachement progressé là-dessus. J'ai fait vraiment genre 1000, 1500 séances gratos. Et comme ça m'a mis beaucoup de bagages. Et derrière, j'ai été aussi pas mal dans les clubs sportifs. Donc, je faisais tout en même temps, quoi. Je faisais l'école, la salle de fitness. Parce qu'en fait, moi, l'école, c'était jusqu'à 13h30. On commençait plus tôt et on finissait plus tôt. On n'avait pas de vacances, par contre. Mais on enchaînait comme ça toute l'année. Donc, moi, l'après-midi, je filais à ma salle de fitness pour enchaîner des séances un peu de TOG, un peu vraiment pour faire pas mal de touchés. Et derrière, après, le soir, j'allais en stage avec les filles de Juvisy, de Paris FC. Ça, je l'ai fait 7-8 ans. Okay. Plus une équipe de PFA, donc j'arrêtais pas 7 jours sur 7 non-stop. Mais moi, ça m'a fait découvrir des trucs vraiment hyper intéressants, quoi. C'est là que tu as commencé à te faire la main, quoi. Ouais. Donc, dès le début, en parallèle de tes études d'ostéo. Ouais. Ok. Ça, c'est la première année. J'ai un cursus aussi de STAPS avant. J'ai fait 3 ans de STAPS avec 1 an de fitness où là, je me suis fait les ligaments croisés. Donc, juste avant mon école d'ostéo, je me suis fait opérer les croisés. C'est pour ça que j'ai changé aussi de voie. Et donc, je pouvais quand même faire un peu de coaching en parallèle. Donc, la première année d'ostéo, j'ai fait du coaching le soir, avec aussi garde d'enfants et tout pour essayer de me payer mes études. Et pendant les vacances scolaires, pareil, je faisais de la garderie. Et après, j'ai fait entre un petit peu de coaching et après, je faisais mes séances d'ostéo gratos, juste pour long stage. Donc, tu as pas mal bossé, quoi. Ouais, pas trop de vie. Est-ce que tu as fait des formations après tes études d'ostéo derrière? Pas du tout. Là, j'ai fait maintenant dry needling là, avec kiné formation. J'ai fait aussi une formation sur les points chinois là, qui était intéressante aussi. Mais sinon, non. Après, ce qui était bien dans ma formation, c'est qu'on a vu pas mal de choses différentes. Donc après, on a pu piocher. Mais non, j'ai pas trouvé super formation au début. Puis après, je me suis formé un peu tout seul. Ok. Les ventouses, par exemple, comment tu y es arrivé du coup? Parle-nous un peu des ventouses. Les ventouses, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que j'en fais. J'ai croisé un mec dans mon école qui présentait des ventouses et un travail sur les fascias. Et je crois qu'il venait des États-Unis ou Allemagne. Je crois que peut-être Allemagne. Et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Tout le monde rigolait, les profs, tout ça, ils le prenaient pas au sérieux. Et moi, je lui ai parlé parce que j'avais des gros problèmes de genoux, mais vraiment des trucs après l'opération, c'était une vraie galère. Et il m'a dit que ça allait me faire du bien. Mais bon, il m'a montré vite fait, mais vraiment. Et donc, moi, j'ai cherché à l'époque, 1 semaine, 2 semaines, cherché sur Internet des ventouses intéressantes. Et j'ai trouvé en Corée des ventouses. Ça a mis genre 2-3 semaines à arriver. Et puis après, j'ai commencé comme ça à en faire sur moi, sur mes proches, sur mes amis. J'ai essayé de commencer à comprendre un peu le mécanisme. Et à force, j'ai commencé à les utiliser pour certaines choses, quoi. Moi, je sais que les premières fois où j'ai fait des ventouses sur les gens en séance, c'était pour quand j'arrivais pas bien à débloquer les lombaires, quand je sentais que c'était trop soudé. Je détendais avec les ventouses et derrière, ça se lâchait, quoi. Donc là, j'ai commencé à voir qu'il y avait vraiment un gros effet sur les tensions musculaires. Et après, j'ai commencé à le faire en antidouleur. Après, j'ai vraiment affiné toute cette pratique. Et faire tous les jours, en fait, tu commences à avoir des choses que tu ne pouvais même pas imaginer avant. Alors, il y a un petit souci avec Zoom là qui me dit que
Ça va s'arrêter dans 10 minutes. Alors pourtant, on est censé en avoir 40 à partir du moment où tout le monde était là. Donc du coup, si jamais ça saute, on refera un Zoom. Je t'enverrai les codes et je mettrai sur l'événement Facebook les codes du nouveau Zoom qu'on va faire. OK, pour tout le monde. Donc, il faudra retourner sur Facebook, prendre les codes et puis on faudra relancer. Sinon, il y en a une autre qui est anticipée aussi pour 11h30, si jamais on se fait encore cutter comme ça par Zoom. Bon, allez, pour l'instant, on profite de nos 10 dernières minutes. 9 dernières minutes. Donc, les ventouses, toi, tu formes tu formes n'importe qui, les ostéos en particulier ou... Non, là, en fait, on a fait une première session, c'était au mois de décembre. C'est vraiment sur les praticiens bien-être. Donc, c'est tout ce qui est ostéo, kiné. J'ouvre au master aussi. Et on essaie vraiment de faire plutôt vraiment du spécifique sur les gens qui travaillent. J'ai une personne qui est venue de la méthode Gessray aussi. J'ai des gens qui pratiquent aussi un peu l'Aïjama. Donc, ils sont venus, il y en a une personne aussi qui est venue pour ça, pour se différencier. Mais ouais, non, c'est plutôt vraiment naturopathe, tout ça, vraiment. On fait pas pour l'instant. Après, j'ai beaucoup de demandes sur des gens qui veulent faire un peu autour d'eux. Donc, je vais peut-être faire adapter peut-être une formation sur une journée pour vraiment donner les bases et tout ce qui est vraiment aspect sécuritaire pour pas qu'il y ait de problème. Oui, pour que tout le monde, tous les patients puissent les utiliser eux-mêmes. Ouais, bah moi, c'est mon but hein, quand j'ai lancé ma marque de ventouse, c'est vraiment pour que ça me décharge au cabinet. J'ai trop de monde. Donc, en fait, quand c'est des zones qui sont vraiment inflammatoires, qui méritent plus de séances, avant, j'essayais de trouver des kinés qui puissent me prendre le relais, mais il y a très peu de personnes qui travaillent avec les ventouses au niveau kiné. Et donc, j'en ai vite marre que j'ai envoyé chez des kinés, mais au final, ils faisaient des électrodes, ils faisaient des trucs qui servaient pour moi à pas grand-chose. Donc, j'ai dit, bon, vas-y, on va lancer ma marque comme ça. Ils prennent s'ils veulent, ils font chez eux, et quand ils en peuvent vraiment plus et que ça passe vraiment pas avec les ventouses, ils refont une séance, et là, on va diminuer le nombre de séances qu'on peut faire sur les gens. Et puis moi j'ai des sportifs aussi, donc les sportifs c'est pareil, ils ont tous leur boîte, et comme ça ils se le font tout seuls. Et là après il y a le relais avec le kiné des fois qui est perso aussi. Donc comme là on peut travailler plus simplement à deux. Je donne 2-3 trucs sur ce que j'ai vu et il le fait en plus. Toi, tu sens qu'en ostéopathie, tu poses les ventouses avant ou après tes séances? Il y a un ordre, il y a un Moi, protocole, comment tu fais? je fais beaucoup de ventouses au début, ça me permet aussi de tester en même temps, parce que bon, mon questionnaire il est assez bref au début. Et puis tout de suite, on essaie de toucher, tester en même temps, quoi. Je ne fais pas un quart d'heure de test pour essayer de voir qu'est-ce qui déconne. Donc, Et qu'est-ce que tu je as? touche tout de suite, je vois que c'est tendu, tac. Et puis après, en fonction, à force de poser pas mal de questions, je teste en même temps. Comme ça, les ventouses agissent et je fais plusieurs zones. Parce que je ne peux pas faire une zone, j'attends une zone, ça va être trop long. Donc, moi, mes séances, c'est déjà 1 heure. Et 1 heure, j'arrête pas. Donc, en fait, si je suis obligé d'attendre le temps d'une pause de ventouse pour pouvoir faire une autre zone, non, c'est plus les 15 minutes avant de questions pour savoir telle ou telle zone, non, ça devient très, très long. Et donc, ça t'a apporté quoi par rapport à ton approche ostéo, par rapport à ton ressenti, les ventouses? Ah, je peux pas bosser sans ventouse, c'est pas possible. Pardon. Je peux, mais sur des cas. En fait, le problème, c'est que j'ai tellement changé ma patientèle que j'ai dû m'adapter à chaque fois à ce que j'arrive au cabinet. Parce qu'au début, j'avais des cas simples. Parce que bon, oui, tu viens, tu es un peu bloqué, tu craques un peu, tu fais un peu de pression, le muscle se relâche. Mais quand les gens viennent, ça fait 5, 10 ans qu'ils ont le même problème. 10 ans le même problème, comme je vois des fois les vidéos sur Facebook, ça fait 7 ans, en 3 cracks, tu n'as plus mal. Soit le mec, il a vraiment vu personne, soit c'est pas la vérité, quoi. Tu peux pas enlever 10 ans de pression dans les lombaires avec un TOG et une manip ostéo, hein. C'est impossible pour moi, hein. Donc même déjà en une séance de ventouse très longue comme je fais, avec des fois en plus, j'ai dû m'adapter aussi avec le dry needling parce qu'il y a des zones qui sont tellement dures que ça passera pas avec les ventouses.
Donc tout ça, j'ai dû m'adapter avec cette patientèle qui vient totalement différente parce que vu que j'ai beaucoup d'attentes, j'ai plus les cas simples. Donc maintenant, j'ai vraiment des trucs, ils peuvent faire 400 km pour venir, il y a pas, ils se posent même pas la question, quoi. Mais voilà, il faut s'adapter à cette séance parce que tu peux pas faire la même séance sur un mec qui s'est bloqué la veille avec un mec ça fait 10 ans qu'il a mal et puis il veut des résultats, quoi. Tu peux pas l'envoyer et dire bah, il faudra 5, 10 séances pour un problème. C'est pas possible, le mec, il n'en a jamais. Tu vois les ventouses comme un complément à l'ostéopathie ou comme quelque chose pour toi, ça fait partie de l'ostéopathie ou comment tu vois les choses? Parce que Bah, des gens forcément vont penser moi à voilà, je pars du principe que tout demander ce de la qui peut place. faire du bien à une personne, il faut le prendre, quoi. Donc, je vais pas ne pas faire des ventouses parce qu'on me l'a pas appris dans mon école et parce que le mec qui a inventé l'ostéopathie, il n'avait pas de ventouses, quoi. Peut-être Donc que c'est voilà, un outil supplémentaire. Ouais. euh, on utilise bien des fois comment ça s'appelle là, utilise, les appareils pour masser, frotter là, Pour poncer, frotter. ouais, ouais, ouais. On utilise bien aussi les IRM, on utilise bien des trucs pour avoir comment ça s'appelle, des résultats plus précis. Donc, je ne vois pas pourquoi maintenant on pourrait prendre des IRM pour faire des diagnostics et pas des ventouses pour soulager. On s'adapte avec notre temps. Si ça marche, bah, tant mieux. Si ça ne marche pas, donc on change. Moi, j'ai fait 4 ans de kiné sur mon genou. Le mec faisait ultrason électrode. Bah, ça m'a jamais rien fait. Jamais, jamais, jamais. Donc, Mmh. oui, il peut continuer à faire ça toute sa vie, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, en fait. Ça m'intéresse pas. Donc, je vais chercher des trucs qui vont faire du bien. Donc, Chacun son chemin. c'est ma logique, quoi. Après, ça dérange certains. Je vois pas trop pourquoi, parce que tant que ça fait du bien, je pense qu'il faudrait peut-être penser plus au patient que à sa formation ou voilà, à toujours renier les nouveautés. Mais bon, après, moi, tant que mes patients sont contents, le reste, les gens, je sais que je suis habitué à avoir pas mal de messages négatifs, mais Mmh. c'est toujours les mêmes personnes. Hein. C'est des gens qui sont bornés, qui sont toujours dans le même fonctionnement du départ. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui m'a apporté pas mal de nouveautés là, dernièrement, là, qui n'est même pas ostéopathe, qui pratique la méthode Gessray. Donc, à la base, et il m'a montré une autre approche sur certaines zones, surtout sur les inflammations de vos dents. Et c'est hyper intéressant de pouvoir partager avec quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. Et bah, j'ai pris des trucs et il a pris des trucs. Et puis voilà, on est parti ensemble. Et on s'envoie des patients quand on bloque. Et puis on apprend tous les jours. Je pense que de toute façon, on peut pas sortir de l'école et se dire, voilà, on m'a appris ça, il faut que je refasse ça. Si tu restes bloqué dans cette logique, pour moi, tu ne pourras pas progresser plus que ça. Justement, au niveau inspiration, il y avait une question sur est-ce que tu avais des auteurs ou des livres qui t'ont inspiré ou qui t'ont poussé à changer de Ouais, pratique ou... souvent, on me pose la question sur Instagram, mais en fait, j'ai préféré prendre des gens peut-être 10, 15 fois gratuitement et m'acharner sur trouver pourquoi il avait mal et enfin comprendre. Et une fois que j'ai compris, en fait, bah, après, ça se reproduit sur les mêmes personnes. Après, quand tu as vu le cas de 5, 10 fois, après, bah, tu sais que telle zone va tirer sur telle zone et ça va créer des chaînes. Et sinon, j'ai pas trouvé d'auteur qui parlait vraiment du concret, quoi. Parce que j'ai lu un ou deux trucs de ventouse, mais pour moi, je peux pas du tout l'adapter avec ma séance. Poser 20 minutes une ventouse en plein milieu du dos pour détendre pour moi, c'est pas viable et j'aurais pas le résultat que je veux. Excuse-moi, je te coupe. On va basculer sur l'autre Zoom maintenant, sur celui qui était déjà préparé, que je t'ai déjà envoyé aussi. Celui d'11h30, ça va marcher quand même. Parce que là, on va se faire squeezer. Là. À tout de suite, tout le monde. On bascule sur l'autre Zoom. Tac. Est-ce que tu verrais des erreurs qui t'ont permis de te construire, justement, de te faire arriver là où tu en es? Est-ce qu'il y a des erreurs qui seraient profitables à tous, justement? Parce que c'est avec les erreurs qu'on apprend le plus. Ouais, bon, je sais pas des erreurs, il y a des trucs, je sais que
je ne sais même pas si je l'ai fait au Et début, mais je pense que des fois, on se dit, ouais, celui-là, il va être simple, ou oh, celui-là, je suis fatigué, j'ai plus envie. Et au final, je pense que de faire vraiment chaque séance à fond et se donner au max sur chaque personne, c'est un truc qui va créer une émulsion au niveau des gens et qui vont permettre un super retour et après quand même un bien-être aussi à la fin, de sentir que la personne sort au top à chaque fois. C'est vrai que c'est vachement plaisant, quoi. Après, en erreur, tout ça, si, c'est des fois savoir s'arrêter, quoi. Ça, c'est le truc le plus compliqué. C'est de se dire, voilà, stop, j'arrête. Tu reviens même un quart d'heure dans 3 jours, je te le fais gratuit, machin. Mais là, ton corps, il sature. Donc, il faut savoir bien doser au début. Parce que c'est vrai que la réaction du corps, elle peut être tellement différente chez chacun. Quand on fait des cracks et des massages, bon. Mais c'est vrai que ventouse pas trop. Mais tout ce qui est dry needling, il faut pas. C'est vraiment la réaction du corps derrière, elle peut être hyper violente. Donc en fait là-dessus, c'est des trucs où voilà, je préfère des fois faire venir les gens pour un contrôle plutôt qu'aller trop loin et que le mec il galère pendant 15 jours à boiter parce que le mollet il est en feu. Donc ça peut arriver. Après on explique. Voilà, peut-être là-dessus aussi sur les effets secondaires, on va dire. On peut être fatigué, peut-être bien expliquer à la fin. Des fois on l'oublie. Parce que c'est vrai que des gens, des fois, ils appellent en panique. Ouais, j'ai des courbatures, les ventouses, ça m'a fait des bleus, des machins. Au final, ouais, c'est vrai que tu étais un peu dans le speed, tu as oublié de parler. Donc après, ils stressent. Donc s'ils stressent, bah, tu as un effet qui va être un peu négatif sur le corps. Donc tu peux avoir une séance qui peut être un peu moins prolifique, profitable, parce que tu n'as pas donné 2-3 conseils à la fin. C'est vrai que là-dessus. la limite de la fin de la consultation et de la fin de l'intervention que tu peux Voilà. avoir sur le patient, quoi. J'essaye toujours de faire en une séance nickel, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens, ils viennent. Donc le plus chiant, c'est quand ils viennent de loin, qu'ils ont pris un hôtel, qu'ils ont pris l'avion, tout ça, Ouais. il faut flirter avec le truc, quoi, parce que bon, le mec, il peut pas faire des allers-retours tous les jours, donc c'est plus compliqué quand c'est comme ça. Et comment tu gères du coup le timing par rapport à ces sportifs, par exemple de haut niveau, qui vont enchaîner les matchs, qui ont un besoin une obligation de retourner sur le terrain même d'entraînement assez rapidement par rapport à leur hiérarchie et leur profession, parce que c'est leur boulot. Comment tu gères le timing par rapport à la prise en charge ostéo et la prise en charge que tu fais, toi? Bah, ça dépend des cas, mais c'est vrai que quand on arrive à se voir avant la saison ou sur une période un peu, on va dire un peu cool, ça va, parce qu'on va faire les séances le temps qu'ils reprennent. C'est vrai que quand ils s'entraînent en même temps, je suis obligé de lui dire de tricher à l'entraînement parce que je suis obligé de lui dire de baisser le pied parce que le prépa, il n'est pas du tout dans une logique d'écoute souvent. C'est vrai que c'est un problème là-dessus sur les staff pro qui sont vraiment il faut qu'ils bossent, quoi. Donc, sans l'écoute du corps là-dessus, c'est compliqué. C'est vrai que moi aussi, on en parlera peut-être plus tard, mais avec le staff de Juvisy, tout ça, j'avais des problèmes moi, avec certains prépas parce que tant que ton joueur n'est pas à 100%, si c'est pour le mettre à 100% à l'entraînement, bah, il va péter, quoi. Donc, moi, je lui dis de vraiment lever le pied sur les entraînements, de faire à moitié, sur un sprint, il fait semblant d'accélérer. De toute façon, si c'est un mec important, il aura sa place. Et si c'est pas un mec important, s'il revient de blessure, si c'est pour qu'il se donne à fond et qu'il pète, il a niqué sa saison. Donc, c'est Voilà, on personnel adapte. de gérer. Mais des fois, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai eu un cas cette année là où le mec il n'a pas écouté, il a forcé, il s'est fait un truc, hein, un gros truc. Donc, et là, il ne revient là-dessus, pas vers toi et il t'a pas chargé. Ah non, il était dégoûté parce que j'ai mis en garde. J'ai mis en garde que là, c'est très risqué de jouer ce match. Il a joué, et le genou, il n'a pas tenu. Donc, mais parce que voilà, il était en conflit avec le club, il avait besoin de jouer pour montrer qu'il était là parce que au début de saison, il a raté une prépa à cause d'un problème de mollet qu'ils n'avaient pas soigné. Donc en fait, j'ai réussi à le soigner, sauf qu'il a été décalé dans le temps. Après, il y a un mec qui a pris sa place. Et une fois qu'il a commencé à jouer, il a dit il faut que je donne tout maintenant. Mais sauf que
Et c'est là où il y a un souci, c'est qu'à un moment, si ton corps il est en inflammation tout le temps, si tu t'arrêtes pas, il ne faut pas se calmer, quoi. Et même si tu fais des super séances, si le mec il a joué en Ligue des Champions 3 jours avant, son corps il n'aura jamais récupéré. Même si tu fais tout ce que tu veux. Et tu vois une Justement, sur quel… différence? Pardon, Fabien. Mathieu, vas-y. Justement, par rapport, on parle pas mal en ce moment du retour au jeu. Sur quels critères tu te fies pour considérer qu'un joueur est, comme tu dis, à 100% pour retourner à l'entraînement ou en match et quels sont tes critères et qu'est-ce que tu mets en place? Le ressenti, hein, c'est vrai que tu vas dans n'importe quel club de foot, tu le prends à part, tu lui dis où est-ce que tu as mal. Il n'y en a pas un qui va te dire que j'ai mal nulle part. Et c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que c'est des mecs qui vivent avec des douleurs au quotidien. Ils sautent sur la corde tout le temps. Alors des fois ils s'arrêtent un petit peu, ils se mettent un peu au repos, ils se font masser, ils prennent un peu les cachets, ils se font infiltrer quand c'est vraiment trop inflammatoire. Mais c'est là où on voit que il y a un gros problème dans les staffs, c'est que tu peux aller à Manchester, à Real, à n'importe où. Ça paraît fou, hein, mais c'est la même chose. Ils sont tout le temps en galère. Ils ont des douleurs. Les mecs qui signent des clubs hyper huppés, ils ont des tendinites rotuliennes depuis 5-6 ans. Et ils jouent avec, quoi. Donc oui, il y a des fois, ils font des matchs qui sont catastrophiques parce que le mec, filtration, elle va marcher, quoi. Et puis derrière, il y a l'ISO qui va péter à l'opposé. Donc, tu vois, et voilà, c'est pas de chance. Le mec, cette année, on n'a encore pas de chance au niveau des blessures. Non, parce qu'en fait, tu n'as tellement pas travaillé sur l'amont que tu as refait une prépa de fou. Les mecs, ils sont éclatés physiquement, ils n'en peuvent plus. Et ils refont un match par derrière. Donc, Donc, tu te ouais. fies essentiellement à la douleur ressentie pour le retour au jeu, c'est ça? Ouais, la douleur, parce qu'il y a des gens qui ne sentent pas la douleur pareil, mais tu sens quand même quand ton corps il coince le matin, pareil, fais un sondage sur le lundi matin après un match, comment ils sont les mecs. Les mecs, ils ont 25 ans, ils ont plus de 60 ans quand ils se réveillent le matin. Parce qu'ils sont en compensation de partout, le bassin est complètement de travers, ils ont forcé dessus. Alors oui, à 20-25 ans, tu auras juste des tensions, des raideurs, mais dès que tu arrives à 28-30, tu peux plus ça. C'est pas possible, en fait, ça pète. C'est pour ça que tu as des mecs qui pètent régulièrement. Et comment est-ce que tu gères cette relation d'intervenant extérieur, on va dire, à l'intervention du staff qui suit au jour le jour les joueurs et qui les a auprès d'eux peut-être souvent? Comment tu gères ce discours parfois différent, parfois dans le même sens? Comment tu gères ça auprès du joueur et En auprès du fait, moi, staff si jamais tu étais en contact le avec eux? plus important, moi, c'est la première séance. Donc, en fait, c'est vrai que les mecs sont super méfiants. Pour eux, ils ont le meilleur staff parce qu'ils sont dans tel ou tel club. Et quand ils me voient arriver, ou s'ils viennent au cabinet avec Grigny, il faut que le mec il m'ait bien vendu. Hein, parce que son pote m'a dit, parce que quand tu arrives à Grigny, voir un mec de 30 piges, moi j'ai un peu plus maintenant, mais avec des ventouses, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc, c'est vrai que derrière, il faut qu'il y ait un résultat immédiat. Et derrière, là tu vas pas avoir comment ça s'appelle, une légitimité beaucoup plus forte. Et après, voilà, le problème, c'est comment tu vas pouvoir enchaîner ce que tu veux lui apporter avec son staff. Donc, moi, c'est pour ça que les ventouses, je les ai commercialisées pour ça aussi, parce que il y a 80% des staffs qui veulent même pas entendre parler de moi. Donc, après, moi, je le forme sur le moment, je prends des photos, des fois, c'est sa femme qui lui fait, des fois, c'est un pote. Des fois, ils sont à, comment ça s'appelle, la veille d'un match, ils ont leur boîte, ils me disent putain, il y a mal là, qu'est-ce que je fais? Une petite séance de ventouse la veille. Parce que ouais, on n'a pas le relais du tout dans les clubs pro. Hein. Ils veulent pas. Alors, déjà, un ostéo dans un club pro, c'est rare. Souvent, c'est kiné-ostéo, mais ostéo, il n'y a pas du tout, surtout même dans les grands clubs, hein, très grands clubs, il n'y a personne qui fait craquer le dos, toi. Donc, c'est compliqué après à avoir cette logique. Quand je lui dis, tu sens que tu es bloqué là, il faut que tu te fasses débloquer. Il me dit, mais il n'y a personne. Là, on est un peu bloqué parce que moi, je ne peux pas faire des allers-retours tout le temps. Donc après, il faut que je travaille, moi, avec mes séances pour que ça bouge le moins possible. Et ta relation avec les staffs, du coup, elle est plutôt mauvaise, on a l'impression là, ou inexistante. Ouais, il n'y en a pas, en fait. Quand ils sont un peu ouverts, ils acceptent que je revienne. Moi, je sais qu'il y a un joueur connu
en Angleterre, il a pété les plombs parce que je lui avais dit ce qui allait se passer. Ils l'ont fait reprendre trop tôt, trop fort. Bah, il a pété, mais il a pété les plombs en fait. Il s'est barré une semaine, il est venu me voir. Donc ils n'ont pas eu le choix. Mais bon, ça c'est encore vraiment parce que le mec est vraiment, il a vraiment pété les plombs et il est légitime de partir parce que son salaire, je pense, fait en sorte. Mais la plupart du temps, il se cache quoi. Donc je pars. Des fois, je vais en aller-retour dans la soirée. Je repars le matin. Il y a des clubs qui sont tolérants. Il y a des clubs qui, en Espagne, il y en a, ils savent que leur staff n'est pas complet, on va dire, ou qui peuvent être améliorés. Donc, tant mieux, quoi. S'ils sont dans l'optique, plus tu vois de monde, plus ça te fait du bien, c'est professionnel, quoi. Mais par contre, non, il n'y a pas d'échange plus que ça. Je sais que moi, j'étais parti aussi en NBA. Moi, il m'appelait en galère, donc c'était à l'époque j'avais un peu plus de temps, donc je partais. Je faisais mon truc. Le kiné là-bas, il voyait que ça faisait 3 semaines que ça ne bougeait pas. Là, en 2 jours, c'était parti. Il m'a fait venir. Je lui ai expliqué un peu. Il m'a dit ouais, c'est bien, salut. Il m'a dégagé. Ah oui. Donc, voilà. Ouais. J'ai fait pareil, je m'en fous, je peux le dire, au staff du Barça basket. Le mec ne comprenait pas ce que je pouvais faire. Il voyait que le mec ne pouvait pas descendre les escaliers la veille. Le lendemain, il descendait normal, il se fait infection et tout. Il pouvait sauter. Il m'a demandé de venir, donc je suis venu. Il m'a présenté la Masia. Je lui ai fait une petite séance, je lui ai montré ce que je faisais. Il a paniqué, quoi. Il m'a dit c'est très bien, je vous contacterai. Je mais vous n'avez pas pris ma carte. Alors je devais lui montrer comment marchaient les vents, tout ça. Le mec, d'un coup, il a phasé. Hop, et en sortant, mon joueur, il m'a dit tu l'as trop rebougé, quoi. Tu l'as trop mis de questions dans sa tête parce qu'il a vu qu'il y a des trucs qui ont aucune notion sur l'effet du corps, quoi. Donc c'est dommage parce que quand tu te dis que tu peux faire du bien et venir une fois de temps en temps à Barça pour aider les joueurs, le mec il t'envoie balader, t'es dégoûté, quoi. Tu dis je laisse tomber avec ces staffs parce qu'ils n'ont rien compris, parce que c'était le médecin référent de l'équipe. Donc si lui il parle comme ça et il a une réaction comme ça, après mon gars il lui avait demandé pourquoi il vient pas et tout, il m'a dit j'accepte que tu le vois parce qu'il est bon, jamais il rentrera dans le staff, jamais il viendra. Donc ouais, c'est dommage. Après, Okay. Donc toi, tu as beaucoup essayé, en tout cas, du coup, a priori, de communiquer justement avec les… Et tu as lâché l'affaire. J'explique dans mes séances, j'explique tout ce que je fais. Je cache rien, je m'en fous. Moi, je suis là pour montrer aux gens. Je fais des formations exprès. Hein, donc, moi, le but, c'est de partager, de transmettre parce que ça marche. Donc, en fait, j'ai 6 mois d'attente. Il y a du taf pour tout le monde. Hein. Je n'ai pas de problème de truc. Hein. Je ne suis pas là à garder mes petits secrets dans le coin de ma tête. Hein. Je suis là pour aider les gens. Donc, c'est là-dessus où j'ai un peu de mal quand les gens me critiquent parce que je fais tout pour que ça se passe bien, que les gens soient heureux, que ça avance, quoi. On essaye de faire avancer cette méthode et cette pratique qui est géniale au niveau de l'ostéopathie, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont vraiment haineux. Hein. C'est incroyable. Hein. Après, voilà, au début, c'était dur. Maintenant, il y a toujours un petit pincement, mais l'être humain est comme ça. On n'a pas le droit de réussir, on n'a pas le droit de montrer ce qu'on fait, on n'a pas le droit d'être heureux, on dirait, surtout en France. Donc, c'est vrai que moi, je m'éclate. Les gens qui sont autour de moi, ils s'éclatent. Je forme. J'ai des gens qui bossent avec moi. Je leur envoie des mondes parce que voilà. Si les gens veulent me suivre, tant mieux. Sinon, franchement, qu'ils continuent leur vie en fait. Qu'ils ne viennent pas pourrir la vie des autres parce que quand tu es bien et que tu formes un truc bien, je trouve ça un peu dommage. Est-ce que tu dirais qu'il y a une différence dans ton ressenti entre un sportif de haut niveau, un sportif amateur, selon sa quantité de charge mécanique, etc. Au cabinet, un mec qui a une tendinite, je peux lui dire de reprendre dans 4-5 jours, progressivement, avec un petit travail adapté et tout. Le footeux, j'ai pas le droit, quoi. Donc, il est au cabinet le vendredi, ou je le samedi, voire des fois le dimanche. Le lundi, il faut qu'il soit sur le terrain. Donc, en fait, c'est là où c'est très compliqué. Et ça dépend après de ce qu'il a. Et que soit on essaie de bidouiller sur les 2-3 jours, en faire vraiment, tu fais semblant de tout, quitte à même une journée où tu dis que tu ne sors pas. Des fois, une journée, surtout le lundi,
peux essayer de la faire sauter vraiment pour que le corps se calme. Tu dis, tu vas au soin, tu vas chez le kiné. Alors, des fois, on arrive à bidouiller en disant qu'il a vu un médecin, comme quoi il faudrait masser plus cette zone ou plus travailler cette zone, parce que dès que tu parles d'ostéopathie avec un kiné dans un staff, boum, il se bloque, il se verrouille. Au final, il ne va pas faire ce que tu lui demandes. Donc, c'est vrai qu'on essaie de bidouiller là-dessus, où il parle de spécialistes, comme ça, il a vu un spécialiste sur Paris, comme ça, on est plus là-dessus sur un truc qui va être bénéfique. Sinon, ouais, non. Ça Après, concerne plus la gestion du timing, mais concernant ton ressenti vraiment ostéo dans les mains. Dans les mains. Bah, ça dépend aussi de le mec s'il a joué avec des En fait, un mec du loisir, il a mal au genou, il fait une fois, 2 fois, 3 fois, bon, après il arrête. Le médecin il lui dit c'est une tendinite, il faut faire du vélo, bon, bah, il fait du vélo, il arrête le sport, quoi. Donc, on est plus sur un truc où le mec va pas s'acharner. Quand il y a un mec quand il y a un mec qui a fait 5 ans avec une tendinite au genou, qui a pris anti-inflammatoire sur anti-inflammatoire, le ressenti, c'est plus un muscle au niveau du quadri, c'est que de la corde. Donc là, ça va être plus galère. Et puis derrière, il va falloir plus bosser dessus parce que c'est plus dur, quoi. Et pareil au niveau du dos, les mecs qui sont souvent sur du synthétique en entraînement, qui forcent toute la journée, s'ils ont été bloqués toute la journée, c'est vrai que les douleurs et les tensions musculaires peuvent être beaucoup plus importantes qu'un mec qui fait du footing une fois par semaine. Ok. Et donc, par rapport aux ouvrages, aux formations que tu recommandes, il y a quelqu'un qui demande, par exemple, en dry needling, parce que c'est a priori plus pour les kinés, parce qu'apparemment, en tant qu'ostéopathe exclusif, elle a eu du mal, c'est Pierre, qui a eu du mal à trouver de quoi se former en dry needling. Est-ce que tu aurais du coup, toi, peut-être Moi, j'étais à kiné formation, ça s'est bien passé. Pas de problème. pris On a changé les décrets, donc ça devient plus long maintenant. Avant, c'était 3 jours. Moi, j'ai fait 10 jours de formation, 11 jours. Ça s'est étalé sur pas mal de week-ends. Donc, mais kiné formation, ils forment les ostéopathes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. Alors non, il n'est pas kiné de base, Pierre, je te réponds. C'est inadmissible. Il y avait une formation encore sur le cupping, sur les ventouses encore. C'était sur l'interprétation des colorations que tu laisses laisser par les ventouses. Alors c'est peut-être un peu technique pour ceux qui connaissent tu pas. vois, là, j'en ai Explique peut-être rapidement si tu peux en 2-3 mots. Je sais pas si tu vois hier là. Il y a toutes les toxines qui remontent, quoi. Donc après il y a des gens qui vont plus se marquer que d'autres sans vraiment réelle logique. Mais quand même, quand tu as la zone qui est vraiment bien nouée, quand tu détends tout, tu as toute la toxine et qui remonte à la surface et c'est vrai que ça peut se colorer beaucoup. C'est que des ventouses sèches que tu poses, toi. Ouais, alors si déjà on m'embotte avec le needling, si tu fais de la saignée, c'est dur. Moi, par contre, la saignée, j'en fais sur moi, je m'en fais dans la douche ou les trucs comme ça, c'est super. On m'en fait, ma copine m'en fait dans le dos au niveau omoplate. Là, moi, ça me soulage 1, 2, 3 fois par an. Mais c'est vrai que non, je le fais pas en cabinet. Donc, il y a encore Sophie qui demande une précision sur la coloration blanche que tu peux avoir au centre d'une pose de ventouse, alors que c'est rouge en périphérie. Est-ce que tu as une interprétation? Peut-être parce qu'il y a l'embout, mais normalement, soit c'est tout rouge, soit c'est tout blanc. J'ai au Voire violet. centre, ouais. Des fois, ça peut être noir. Ouais. Non, là, j'ai fait sur l'épaule aussi il n'y a pas longtemps. Ça va plus. Mais après, non, on peut avoir des grosses douleurs avec la pose de ventouse, mais sans coloration. Mais c'est vrai que les premières poses sont souvent très noires et au fur et à mesure, on voit que la couleur diminue, voire disparaît. Après, il y a quelques cas où ça sera tout le temps rouge. Les mecs, tu peux leur faire tous les 4 jours, 5 jours. Ça, j'ai pas d'explication vraiment logique à ça. Toi, ce que tu vois, c'est que les ventouses, ça permet de détendre. C'est ton utilisation première, c'est celle-là. C'est la détente. Je relâche tout. Après, pour moi, le principe, c'est que plus un muscle est dur, moins il va pouvoir bosser. Donc, il ne va pas pouvoir amortir, il ne va pas pouvoir s'étirer correctement. Donc, il va créer des inflammations, il va créer des œdèmes, des trucs comme ça au niveau des cartilages, aussi sur le niveau du genou. Donc, plus on arrive à le ramollir, plus il va pouvoir se contracter. Et au toucher, après, c'est au niveau du toucher qui est vraiment important. C'est pour ça que moi, je touche. Mes tests, c'est des touchés. Je touche, je vois que c'est dur, hop, ventouse. Et plus ça se ramollit, plus après, on n'a pas besoin de faire
de ça. Mais c'est vrai qu'en plein milieu d'un muscle, en ostéo, à part faire ça, ça va être très douloureux sur des zones. On n'aura pas un effet, on va créer un effet inflammatoire et on ne va pas pouvoir détendre le muscle. Donc, c'est vrai que la ventouse derrière, on sent le muscle, ça fond quoi. Ça se détend et tu retouches tout de suite. Et en plus, dans le temps, ça reste. Si en plus tu travailles tous les trucs périphériques, ça va rester, à part si tu reprends un coup dessus ou vraiment tu refais des trucs de fou. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que la ventouse, normalement, bon, il y a des cas où moi, mon genou, j'avais boité pendant 7 ans. Donc forcément, à un moment, il faut faire des ventouses, il faut en faire 50 fois pour avoir vraiment un effet intéressant. Mais sur la première pause, déjà, tu sens que ça va mieux. Donc si ça a été trop abîmé, ça peut revenir un peu crispé, mais tout le temps, tu vas réussir à gagner jusqu'à temps que ton muscle revienne à la normale. Donc derrière, ça facilite ton travail ostéo, quoi. Tu prépares ton terrain pour travailler en ostéo. Mais c'est très compliqué parce que le muscle qui est abîmé, c'est au toucher. Tu ne verras jamais sur une échographie, sur une IRM, c'est impossible à voir. Donc c'est ça qu'on ne pourra jamais avoir des études qui montrent que les ventouses sont efficaces ou pas, parce que c'est qu'au toucher. Tu sens une contracture au niveau du mollet, tu peux faire 10 échographies, tu ne verras rien. Si ton fascia il est noué, personne ne va te dire que le fascia est noué. Pourtant, ça va te créer une aponévrosite plantaire. Et tu travailles à fond sur les ventouses avec le mollet, bah, tu vois que ton aponévrosite est part. Et ça, c'est instantané. Donc, on peut me dire ce qu'on veut. Si ça marche avec la personne le ressent. Et si tu mets la ventouse au même endroit, il va se relever, bah, tu as toujours mal. C'est pas du placebo, c'est vraiment. Moi, j'ai passé des heures sur les gens, je me suis trompé d'endroit, j'ai fait d'autres endroits. Bah, le mec, au bout de 15 fois, il se levait, la 16e fois, il te dit bah, là, c'est bon. Ah, mais c'est pas parce que c'est le soi, c'est parce que tu as trouvé vraiment la zone qu'il fallait travailler, quoi. Et par rapport à ta pose de ventouse, donc il y a Romain qui demande si tu en poses en fonction de ton ressenti, en fonction peut-être aussi on peut étendre en fonction de la douleur, sur toute la longueur du muscle. Des fois, c'est aussi sur les photos qu'on peut voir de ton travail, on en voit énormément des ventouses sur des zones entières, sur des limite-thorax ou quasiment tout le dos, ou toute une partie en tout cas du corps. Pourquoi? Comment tu gères ça? Comment tu décides de En fait, poser tel ou tel mec? t'as mal à l'omoplate droite, t'as jamais mal à un point. Si tu appuies sur la zone, tu vas voir que ça te fait une zone assez large de tension. Alors, peut-être qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, mais tu sens que le mec, à chaque fois que tu appuies, bah, il a des secousses parce qu'il sent que c'est hyper tendu. Donc, moi, je ne suis pas sur un point, je suis sur une zone entière. Le truc, c'est que derrière, entre les ventouses, il y aura des zones qui seront encore douloureuses parce que la ventouse n'a pas du tout agi entre deux poses de ventouse. Donc, je les déplace encore une fois pour vraiment travailler sur toute la zone. Moi, je travaille par zone. Je travaille vraiment par enveloppe, zone, pour relâcher le maximum la zone. Le quadriceps, je ne mets pas un ou deux. Je mets tout le quadri. Je veux relâcher tout le tendon rotulien. Je suis obligé de faire des zones vraiment par zone. Et après, une fois que j'ai débloqué le bassin, tout ça, je vois comment ça réagit. Et des fois, je remets encore un peu plus fort, plus spécifiquement, vraiment sur telle zone. S'il reste une douleur ou deux précise, donc là, avec l'acupression, donc avec le point à l'intérieur des ventouses, je vais vraiment travailler les derniers points qui restent. Et si ça passe vraiment pas, c'est là où je fais un peu de dry needling pour vraiment terminer le problème. Mais par exemple, les lombaires, je fais systématiquement parce que chez les gens, surtout en ce moment, ils sont plutôt sédentaires, ils n'ont pas assez d'abdos, ils sont souvent le bassin bloqué, ils ont tout le temps les lombaires tétanisés. Donc plus tu relâches les lombaires, plus tu te sens relâché, et plus tu as de chances que ton bassin reste en place aussi, parce que bon, bah, le bassin, c'est ce qui nous reproche aussi les kinés, c'est que si tu fais 10 minutes de séance, tu fais 15 cracks, bah, tu peux revenir 3 jours après, tu en feras 12, quoi, parce que rien qu'à tenu, quoi. Donc c'est vrai que moi, ma logique, elle est là pour faire moins de séances possibles et que ça dure le plus longtemps possible. Donc c'est pas du côté business, là. Là, on est sur vraiment, on veut un truc qui va durer dans le temps pour voir le plus de mondes différents, quoi. Et c'est vrai que sans les ventouses, pour moi, c'est impossible de faire tenir des zones sur juste 2-3 étirements du TOG et un peu de crack, hein. Ça peut le faire, mais c'est des cas, moi, que je ne vois plus. J'ai plus ces genres de type de cas, en fait. C'est trop compliqué ce que j'aime. C'est vraiment. Ils peuvent attendre 6 mois, donc j'ai des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire.
Donc, l'ostéopathie que tu pratiques, toi, c'est essentiellement du structurel, du coup, comme tu l'as Ah, décrit. oui, je fais du structurel, mais dans ma séance, ça me prend 2 minutes, quoi. Donc en fait, non, je fais beaucoup plus de musculaire que de structurel au final. Mais je fais craquer forcément dans une séance. Pour moi, Ouais. si la logique, si l'articulation n'est pas droite, si, si la structure n'est pas en place, pour moi, ça ne peut pas tenir. Donc, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Et moi, je ne supporte pas quand je revois quelqu'un plusieurs fois pour le même problème. Donc, moi, ça me fait câbler. Donc, c'est vraiment. J'ai fait des tests, hein. J'ai laissé des trucs bloqués pour voir comment ça réagissait en détendant la zone. Mais c'est la roulette russe. Ça peut se remettre un peu tout seul. Mais non, un bassin qui est complètement de travers, tu ne mets pas une pêche dedans. Pour moi, il ne va pas tenir, hein. Il va pas se remettre. Donc, et puis, c'est du vécu parce que j'ai eu d'énormes problèmes au niveau de mon corps. J'ai une liste de blessures. J'ai eu toutes les blessures de la terre avant de comprendre pourquoi ça partait en vrille. Mais quand tu sens ta hanche bloquée, tu cours avec, tu peux t'étirer, tu peux te masser, tu vas remettre de l'intensité, tu vas courir régulièrement, tu vas ressentir la pointe. Donc, Et pour moi, non, il faut. les techniques tissulaires, du coup, tu les utilises quand même parfois ou pas? De quoi? Les techniques tissulaires, tu en utilises un peu parfois? Non, c'est les ventouses qui me font travailler. Ça. C'est vraiment. C'est un gain de temps en plus, hein, parce que je ne peux pas rester un quart d'heure sur une zone. Moi, je sais que j'avais été voir un ostéo qui faisait que du fascia. 15 minutes à me tenir le biceps, alors que j'avais mal au genou. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Et je me mets à la place des patients. Je me dis, mais mec, il m'a pris 150 balles pour faire ça. Je suis ressorti, j'avais zéro effet. Donc, en fait, j'ai envoyé pas mal de personnes voir lui ou des gens différents pour avoir ce ressenti de la personne, pour voir si c'est que moi. Et c'est vrai qu'à 90%, 95%, les gens ne sentent pas l'effet désiré, en fait. Donc, ça va être bien sur certaines personnes qui veulent vraiment un truc plus cool, plus détendu, plus relâché. Mais, mais quand tu as un vrai problème en profondeur qui date depuis 10 ans, je ne peux pas comprendre comment tu peux enlever avec ta main comme ça sur une ou deux séances. Il va t'en falloir. Tu mets une pose de ventouse, le mec, il va peut-être grincer des dents, il va peut-être chouiner un peu. Tu lui refais une semaine après, 2 semaines après une autre, le mec, il a rien. Donc, il va chouiner un peu, mais derrière, tu sais que le mec, il va ressortir, il va en parler à tous ses potes. Quoi. Donc, tu as gagné. Quoi. Donc, c'est essentiellement musculaire, articulaire. Est-ce que tu as eu une approche par rapport au viscéral, au crânien, à l'émotionnel, tout ça? Ou est-ce que ça, tu le laisses à d'autres? Je suis beaucoup d'émotionnel aussi dans mes séances. Ça dépend des cas. Hein. Et je travaille beaucoup avec les ventouses sur le plexus. Donc ça, c'est vraiment que. Ça, c'est pareil. C'est une de mes causes de pourquoi j'ai fait cette marque de ventouse. C'est que moi, j'étais très anxieux. J'ai eu beaucoup de crises d'angoisse. J'ai eu beaucoup de cas personnels où j'étais vraiment hyper tendu. Et bah, j'ai compris qu'en posant les ventouses sur le sternum, bah, ça me calmait. Donc, j'ai fait pendant des mois, j'ai eu des mois, des ventouses tous les soirs sur le plexus pour me calmer, pour me redescendre. Parce qu'il y a une période de ma vie où je ne dormais pas, ça partait dans tous les sens. J'avais des gratouilles, j'avais des maux de tête. J'ai ressenti tous ces maux qui arrivaient. Et c'est vrai que quand je les vois maintenant sur les gens, j'explique dans le livret de la boîte, parce que j'ai fait un petit paragraphe dessus sur tout ce qui est stress et sommeil même, que bah, en fait, le plexus et les émotions, c'est là. Donc, tant que c'est verrouillé ici, ça va être compliqué de pouvoir avoir des actions sur le corps. Parce que bon, si quelqu'un est vraiment en dépression, ou pour moi aussi la fibromyalgie, ça joue avec, la douleur peut être générale dans le corps. Donc, tu peux faire des ventouses sur tout le corps. Si tu n'arrives pas à dénouer le nœud du stress, bah, ta séance, ça ne sert à rien. Donc, en fait, c'est là où je suis obligé d'amener de l'émotionnel et essayer de lâcher un peu ce qui ne va pas en profondeur. Donc, je travaille aussi avec comment ça s'appelle, des hypnothérapeutes. J'ai aussi un peu de, comment ça s'appelle aussi, je travaille avec des gens pour vraiment travailler là-dessus, parce qu'il y a des cas où je sais que bah, moi j'ai fait mon boulot, il prend sa boîte, il fait ses ventouses sur le plexus, et derrière il continue, il fait ses travails aussi de respiration avec quelqu'un ou de psychanalyse. Il faut qu'il travaille après le fond du problème. Et
pour le viscéral, voilà, je fais un petit peu au ressenti à la main. J'essaie de travailler les muscles et je travaille à la main, mais je trouve que c'est beaucoup musculaire pour moi encore. C'est plutôt le muscle et tout ce qui est la structure qui va désaxer après le travail de l'organe. D'accord. Donc pour toi, il y a Et une prédominance du musculo-squelettique sur le viscéral ou sur le crânien, moi, peut-être. j'ai eu des problèmes d'intestin qui étaient venus à cause du psoas. Travailler l'intestin, par contre, tu travailles le psoas, tu as vraiment des effets qui vont être intéressants. Et par contre, le crânien, moi, je ne fais pas du tout. Donc, j'ai un collègue qui fait très bien ça. Donc, s'il y a des cas, des fois, on travaille à deux dans le cabinet. Donc, des fois, je peux demander une aide là-dessus. Mais non, je fais ça et les enfants, tout ça, je ne fais pas. Je ne suis pas bon là-dedans, donc je préfère que quelqu'un d'autre le fasse. Pas mal de questions sur les ventouses, donc je pense qu'on va continuer là-dessus si ça te va. Alors déjà, est-ce que des études sur les ventouses, sur la manière de poser les ventouses comme tu le fais toi, ou des choses comme ça, est-ce que c'est dans les bacs? Est-ce que ça pourrait être envisageable? Comment ça, dans les bacs Est-ce que toi, tu y as pensé déjà, par exemple? de faire un livre ou de… Non, de faire une étude, participer à une étude sur les ventouses? Ça m'intéresse pas. Ok. Je sais que ça marche, donc Est-ce que tu es au courant de contenu par rapport à ça, d'études qui sont déjà sorties ou est-ce que tu as des références? là, il y en a on m'a tagué sur un truc sur Insta. Là, il y a un mec qui a fait une étude sur des ventouses qui étaient posées, mais qui étaient trouées. Donc, j'ai pas trop compris. En gros, il a fait des poses avec des ventouses trouées et des poses sans trouer. Donc, une ventouse qui est trouée, bah, tu peux pas la poser. Donc, il a peut-être posé juste des ventouses dans le dos. Et les gens auraient dit que ça allait mieux avec des ventouses trouées. Donc, si ça, c'est des études, bon, je vais pas faire d'études, hein, ça m'intéresse pas. Mais de toute façon, il faudrait faire des études avec ma méthode, avec mon temps de pause, avec ma zone de pause. Donc, toutes les autres études où c'est 20 minutes avec des chaleurs, sans chaleur, c'est pareil. Avec la chaleur, on ne peut pas du tout créer la pression qu'on veut. Avec les ventouses en plastique, c'est toi qui gères la pression. Donc, si tu veux mettre fort, pas fort, c'est toi qui gères. Donc, tu ne peux pas faire des études qui sont précises parce que chaque personne aura une tension différente. Donc, il faudrait répertorier les gens avec des tensions fortes et pas fortes, sauf que là, c'est ton ressenti. Donc, tu ne peux pas faire une étude quantitative parce que moi, je ressens que c'est dur. Si l'autre, il sent que ça, il sent rien, bah, il va te dire, bah non, ça, c'est bon. Donc, en fait, ça va être encore biaisé parce que ça va être moi qui fais des ressentis et après des études où ça, Beaucoup de biais, des stats pour voir si ça marche. Est-ce que tu utilises un gel, une crème? Comment tu les poses, tes ventouses, ou à sec? Alors, tout ce qui va être les gens à poil ou les gens qui vont avoir des peaux très sèches, ça va tomber tout le temps. Donc, ça va te rendre fou au cabinet. Donc, dès que tu vois que ça tombe, tu mets un peu de. Moi, je mets de l'huile neutre, huile d'amande ou. Il y en a qui font avec l'arnica, qui est pas mal. Les fouteux, ils font ça avec l'arnica en récup. Ça fait pénétrer. C'est vrai que je dois m'intéresser sur les huiles essentielles. Je n'ai pas encore trop regardé là-dessus. Mais on peut adapter ça avec de l'huile essentielle en plus. Par contre, quand c'est un peu agressif, l'huile essentielle, ça peut abîmer la ventouse. Donc, il faut faire gaffe. Si la concentration est trop forte, ça va oxyder la ventouse et après, ça peut un peu la détériorer. Mais sinon, moi, je ne mets rien. Et sinon, je mets un petit peu d'huile pour que ça tienne mieux. Okay. Légèrement. J'ai un truc au cabinet, c'est un genre de lait sec, mais ça reste pas longtemps. Donc en fait, l'huile, ça reste un peu. Ok. Bon, bah écoute, merci. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que Mathieu, on a relevé à peu près toutes les questions? Je pense, ouais. Je pense qu'on est pas Ouais. mal. Ok. Bon, bah écoute, hein, c'était très intéressant de voir ton approche, Ben. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette entrevue. Vous pourrez la retrouver sur YouTube. Pour l'instant, je galère un petit peu pour mettre les vidéos sur YouTube, comme vous avez pu voir, puisqu'elles ne sont pas encore dispo, les précédentes. Mais ça va arriver. Alors, est-ce qu'on te demande si tu vas faire d'autres formations, Ben?
Je pense que oui. Tu as Ouais, commencé. ouais, je vais en faire une juste avant le confinement, là. Donc, Ah, celle-là, elle va être reportée. Mais ouais, j'en fais quelques-unes. Je vais pas en faire non plus une tonne, mais j'en fais un petit peu, ouais, comme ça. ok. Après, même si les gens viennent de la France, je peux envoyer un peu de personnes aussi quand j'ai des demandes un peu sur d'autres régions. Très bien. Bon, ben, écoute, donc c'est à suivre. Ça, vous pouvez voir du coup sur son. Donc, il y a un conflit d'intérêt hein, dans cette entrevue. Ok, c'est un peu évident. Euh, mais c'est comme ça. C'est aussi ça qui est intéressant. Vous pouvez voir. Vous pourrez aller sur le site. Hein. De toute façon, vous tapez Ben Illouz sur Google et puis vous trouverez son site et des infos pour la formation si vous voulez faire. Euh, et ben voilà, il reste encore à te remercier, vraiment. C'est chouette de voir un peu tous ces points de vue, ton expérience par rapport à tous les sportifs de haut niveau que tu as pu avoir et ta pratique qui est assez particulière. Donc c'est chouette. Merci encore. C'est super. Merci à vous. Et merci à tout le monde pour vos questions. Et à bientôt pour pour le prochain épisode. Merci, bonne journée. Bonne journée tout le monde. Je coupe l'enregistrement.